Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui te parle de culture indépendante à travers bien souvent le prisme du mauvais genre, du décalé, de l'étrange, du bizarre ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous montrer. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au cinéma, où je vais vous parler de mes films préférés de la première édition du Grindhouse Paradise Festival à Toulouse, et ceux du Fifi-Gros, le festival international de films indépendants grolandais. Le but étant d'aborder des films inédits ou de patrimoine qui ressortent en salle, ou en DVD, qui n'ont peut-être pas encore fait beaucoup parler d'eux, pour que vous puissiez guetter leur sortie en salle ou en DVD. Le Fifi-Gros en était cette année à sa 9ème édition et propose tous les ans une programmation très éclectique qui conjugue entre films de patrimoine et avant-première et peut tout aussi bien passer des films sur l'écologie mais aussi des films post-apocalyptiques, des documentaires, des films érotiques, tandis que le Grindhouse Paradise en était à sa toute première édition et lui nous a proposé essentiellement des films inédits en France, l'idée étant de proposer des films qui n'ont pas encore eu leur chance au cinéma et leur donner une plus grande visibilité. Parmi les dizaines de films que j'ai vus ces dernières semaines, car j'ai eu la chance d'aller voir la quasi-totalité des films proposés, mon film favori et qui je sais va plaire à plus d'un dans la communauté du Grand Banquet, c'est Little Zombies de Makoto Nagaisa, qui raconte l'histoire de 4 enfants qui se rencontrent à la crémation de leurs parents qui sont tous décédés il y a peu de temps, et qui se transforment ces enfants en orphelins qui vont décider de monter un groupe de rock. Dans ce film, le fond et la forme sont extrêmement originaux, puisque l'histoire va mettre en avant une thématique qui est abordée seulement depuis quelques années autour de la culture japonaise, et surtout à l'intérieur de la culture japonaise, thématique qui est le manque d'affection de la part des parents. Et les enfants, se mettant à écrire des chansons, vont exprimer dans leurs paroles le fait que leurs parents ne leur manquent pas puisqu'ils ne les aimaient pas, en tout cas de manière apparente. Le film va dépeindre un Japon un peu sale et triste, où l'on ne se penche pas sur les problèmes de chacun, où le sentiment n'est pas questionné, et où ces enfants ne pleurent pas la mort de leurs parents. Le Japon sale est exprimé de deux manières. La solitude que peuvent ressentir des Japonais dans leur société, mis en exergue puisqu'analysé par l'œil de l'enfant, mais également visuellement où, au lieu de se balader dans des banlieues propres japonaises, la caméra va plutôt traîner du côté des décharges et du bazar accumulé dans les appartements des personnages. Pour ce qui est de la forme, l'idée originale du réalisateur, c'est de s'être inspiré de la passion du personnage principal qu'est le jeu vidéo, et transformer son film via ce médium-là. Le film est donc chapitré par niveau de jeu dans lequel on évolue. La globalité du film, et notamment la fin que je ne vais pas vous déflorer, questionne justement le jeu vidéo, le début, sa forme, son fond, la fin. Mais c'est surtout les plans que j'ai trouvé plein d'imagination, qui vont montrer notamment les enfants de haut, qui représentent la vue de haut des personnages dans des consoles type Game Boy Color, pour ceux qui connaissent, où les personnages vont évoluer en évitant des objets, reproduisant ainsi des cinématiques à la Pokémon par exemple. Les enfants vont s'imaginer être dans un jeu et aller chercher des objets à l'insu des adultes pour pouvoir s'enfuir devient un objectif de jeu à atteindre, et des mots de félicitations vont apparaître à la fin des défis, tout à fait à la manière des jeux vidéo qu'on connaît. Un film donc hyper divertissant et intéressant sous tous aspects, que je vous conseille de surveiller de près. Au Grindhouse Paradise, toujours, j'ai vu le génial The Wave de Gilles Cablin, qui raconte l'histoire d'un avocat qui travaille pour une assurance vie, et dont le travail consiste à trouver la faille pour ne pas payer les assurances vie aux clients. Assurance vie pourtant méritée puisque payée depuis moultes années. Un travail donc qui rapporte de l'argent mais qui est moralement peu défendable et qui va servir de point de bascule pour l'histoire qui va suivre. Au tout début du film, après avoir découvert comment faire gagner 4 millions de dollars à la boîte, un de ses collègues l'invite à sortir fêter ça malgré le fait que nous sommes mardi et que le mardi il regarde des séries avec sa femme. Et pendant cette soirée, il va rencontrer un homme étrange qui va lui proposer de prendre une drogue étrange, sachant qu'il n'a pas du tout l'habitude d'en consommer, et qu'il se sent un peu poussé par l'euphorie du moment, qui aura donc des effets par vague, The Wave donc, comme lui indique son dealer mystérieux. À la seconde où il la prend, il est submergé par cette vague, et se retrouve instantanément au lendemain de la soirée sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et c'est là que les vrais problèmes vont commencer. Sans vous raconter toute l'histoire, cette drogue va évidemment rythmer le film, par vague, en mêlant tripes psychédéliques sublimées, autant par l'image et à la poésie des mots utilisés, et ces vagues qui vont rythmer le récit et vont s'assimiler à du voyage dans le temps. Mais la vraie bonne idée de ce film, c'est qu'au lieu de tenter de réinventer le film sur la drogue ou sur le voyage dans le temps, il profite de tout ça pour parler de choix de vie et de karma. Résultat, c'est une vraie claque visuelle et en même temps un grand divertissement, que je vous conseille absolument. J'ai aimé l'entièreté des films qui sont passés au Grindhouse Paradise, mais ce serait peut-être un peu long et ennuyeux que je vous parle de tout. Mais je vais quand même vous parler d'un dernier film, qui est un film qui date de 1973, mais qui ressort en salle aux alentours du mois de novembre, donc surveillez la date. Et ce film, c'est The Wicker Man
fan de Robin Hardy, que j'avais personnellement jamais vu et que j'ai pu découvrir au cinéma. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir encore vu le film, en voici l'histoire. Nous sommes sur une petite île où il ne se passe jamais rien, et où va débarquer en bateau un policier qui recherche une jeune fille disparue. On découvre avec lui les habitants de l'île, qui ont l'air tous d'être pleins de vie et très chaleureux, et qui n'ont jamais entendu parler de cette jeune fille disparue, qui est censée donc habiter sur l'île. Même sa supposée mère dit qu'elle n'existe pas. Et chemin faisant, le spectateur se rend compte que cette oisiveté se transforme en promiscuité qui peut paraître amoral, puisqu'il jouit d'une liberté sexuelle forte, validée par la religion qui régit l'île, et qu'on pourrait qualifier d'une autre époque. J'en ai déjà beaucoup trop dit, donc je ne vais pas vous en raconter beaucoup plus, si ce n'est qu'il faut avoir vu ce film, pour son ambiance très particulière, très oppressante. Je peux aussi vous dire qu'il fait partie du mouvement folk horror, dans lequel on peut classer Midsommar de Ari Aster, qui est sorti l'an dernier, et qui va démontrer l'horreur à travers des cultes folkloriques. Le film est extrêmement beau, extrêmement jouissif, et comme Lost Film a décidé de le rediffuser, profitons-en pour aller le voir au ciné. On passe à mes favoris du Figaro, et avec un film qui va peut-être vous surprendre de ma part, qui est J'irai mourir dans les Carpates d'Antoine de Maximi, qui reprend sa formule de J'irai dormir chez vous, l'émission où il essaye de dormir chez des gens à l'étranger, dans l'idée d'essayer de comprendre la culture et de voir comment vivent les gens, et surtout de nous le montrer. Film que j'ai découvert avec beaucoup de bonheur et de nostalgie, puisque j'ai regardé toutes ces émissions avant de partir aux quatre coins du monde, et j'étais donc en bonne disposition pour découvrir ce film. Mais mis à part ça, le film est très réussi et très surprenant. Il parle donc du postulat qu'il part faire une émission dans les Carpates, émission qui dégénère, il a un accident de voiture et il disparaît. La police est certaine, il est mort et son corps a été emporté par la rivière dans laquelle il a eu l'accident. Mais celle qui n'est pas aussi certaine, c'est Agnès, sa monteuse, qui a récupéré les vidéos de son tournage et qui voit des choses étranges à travers ses plans. Comme d'habitude, j'en dis pas trop. Il faut savoir qu'Antoine de Maximi joue avec deux choses, l'une étant évidemment les légendes attachées au lieu, puisqu'il va se passer des choses bien étranges, voire vampiresques dans son périple. Et la deuxième étant un jeu avec le montage. Le fait que Antoine de Maximi n'apparaît que à l'intérieur du montage, et pas directement dans le film, donc évidemment mise en abîme de le film dans le film, qui est en train d'être construit, mais va utiliser ça et jouer avec, et je vous laisse découvrir comment en allant le voir au cinéma. Je sais qu'il passe encore dans les Gaumont de France, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir, car il a vraiment quelque chose de très intéressant dans son propos, autant dans le fond et la forme, encore une fois. Il y a un documentaire qui m'a beaucoup séduite pendant cette édition du festival, c'est The Last Hillbilly de Diane Sarah Bousgarou et Thomas Janko, qui va parler des hillbillies états-uniens, ou redneck, voire pecno, ces populations qui sont dans des lieux reculés aux États-Unis, qui n'ont pas accès à des grandes études et à beaucoup de culture dans leur quotidien, et qu'on considère comme complètement paumés. La littérature et le cinéma s'en est beaucoup servi pour tourner ces situations en horreur, et c'est même une thématique qui me plaît énormément. Et là, la bonne idée, c'est que justement, le sujet est inversé. Nous allons suivre une famille, et notamment un père de famille, hillbilly, qui a très conscience de sa situation et du nom qu'on lui donne, qui l'accepte, qui a une vision de ce qui s'est passé dans ces contrées, où les peuples arrivés ici étaient d'abord des pionniers, chercheurs d'or et donc héros, qui sont passés à ouvriers dans les mines, et qui ont finalement terminé hillbilly ou pecno, sans travail et sans rien à faire. Et il a également une vision du monde qui l'entoure, et il le questionne, parce que certes, le peu de culture dans lequel il baigne leur permet difficilement d'appréhender le monde autrement, mais ce monde extrêmement connecté, sur smartphone, sur console, dans un monde où on ne peut se passer de son téléphone pendant plus de quelques heures, où toutes nos informations sont disponibles sur internet, et à son tour il se fait juge du monde qui l'exclut. Un documentaire plutôt étonnant et vraiment intéressant. Chaque année au Figaro, on a le droit à regarder du porno. Je trouve l'initiative très chouette et c'est l'occasion souvent de nous montrer des films assez étonnants. L'an dernier, le choix s'était porté sur un film des années 30 et cette année, l'un des films était plutôt révolutionnaire et parlait de mères lesbiennes, l'insémination artificielle, la parentalité, donc un film pornographique plutôt documenté. Mais le film dont je vais vous parler tout de suite est un documentaire qui s'appelle À la recherche du premier boulard, de Denis Larzilière et Aurore Aubin, qui est une sorte de chasse au trésor au premier film érotique, avec beaucoup d'interrogés concernés directement par le milieu, comme des journalistes, des réalisateurs, des loueurs de vidéos pornographiques. La bonne humeur s'installe et chacun y va de son anecdote sur qu'est-ce qu'un film porno, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui a marqué le milieu. Ils reviennent sur les grands événements de la pornographie en France et dans le monde.
Et tout en même temps, le film et ses personnages vont questionner ce qu'est la pornographie et du coup comment trouver le premier film. C'est hyper drôle et hyper fun, un vrai bon moment ni cru ni vulgaire, où l'on ose parler sans humour graveleux et avec une vraie connaissance du milieu. Un documentaire donc facétieux mais studieux. Et pour terminer cette liste de films dont les sorties sont à surveiller, je vais vous parler du merveilleux Peter Strickland avec son film sorti l'an dernier In Fabric. Peter Strickland qui pour beaucoup représente la nouvelle vague du cinéma d'horreur, qui aurait digéré le cinéma de Fulci et autres Argento, et qui dans son cinéma détourne l'attention des personnages souvent féminins et de l'horreur qui leur arrive pour accentuer l'attention sur les objets. Et dans ce film, une robe. Car In Fabric parle de prêt-à-porter. C'est l'histoire d'une robe hantée, qui va rendre la vie infernale aux gens qui oseront la porter. Mais plus que l'originalité du propos, il y a dans son cinéma et dans ce film en particulier des tonnes de choses à noter. Une bande-son merveilleuse, stridente et flippante, composée par Cavern of Antimatters. Une critique de la société et comment elle tourne, avec des patrons qui ne cessent de questionner leur employé sur la minute qu'elle a passée aux toilettes de trop pendant la durée du travail, et le harcèlement constant qu'elle reçoit. Et l'inventivité autour de l'objet robe, qui a l'air d'être amené par une sorte de peuple vampire extraterrestre, qui lui voue un culte obscur, et qui fait en sorte qu'elle soit portée en tenant à un magasin de prêt-à-porter. Tout est sublime dans le cinéma Strickland, et si vous n'êtes pas trop peureux, vous devez de le découvrir. Et voilà, c'est la fin de ma liste de films dont les sorties sont à surveiller en cinéma et en DVD. Il y en a beaucoup parmi eux dont vous n'entendrez peut-être pas parler et j'avais vraiment très envie de les mettre en avant. Et je pense que parmi vous, ça va en intéresser plus d'un. Je me suis vraiment éclatée cette dernière semaine au cinéma grâce à ces deux festivals que je vous conseille de découvrir si vous avez l'occasion. Le Fifi Gros ayant toujours lieu en septembre et le Greenhouse ayant été décalé est arrivé à cette date-ci. Mais la prochaine édition du festival se fera en avril et se range dans la lignée des festivals que sont Gérardmer, L'Étrange à Paris, le PIF. Je ne peux donc que plus soyer l'initiative. Comme d'habitude, si vous avez des conseils de films, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Je lis et je réponds avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, le Grand Banquet Lola sur Instagram et Facebook, où je poste quotidiennement des conseils culturels. On peut se retrouver là-bas en attendant la prochaine vidéo qui sera dans 2 jeudis à 18h. Et qui sera un Lola au rapport, mon rapport sur l'actualité culturelle. Avant de partir, j'ai une bonne nouvelle, je viens de gagner un prix au concours des internets parmi 200 participantes et j'ai également gagné le droit de demander une bourse au CNC pour un plus gros projet. Je suis donc immensément ravie. J'ai coupé 2-3 fois parce que j'arrive pas trop à le dire calmement, mais je voulais vous remercier de me regarder et de me soutenir, c'est génial. Voilà, prenez bien soin de vous, à bientôt. Salut.